Voyons, ma belle amie, qu'est-ce qui se passe? Je boude. Ben oui, je vois bien ça, mais pourquoi tu boudes? Parce que tu comprends pas. Ben, qu'est-ce que je comprends pas? Explique-moi-le, qu'est-ce qui se passe? Non, tu comprends pas. Ben voyons, aide-moi, qu'est-ce qu'il y a? Tu comprends pas que j'ai juste besoin d'être compris. Oh! Pauvre petite! Oui. Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Stéphanie Milot et vous le savez, je me suis donné une mission, c'est de vous inspirer, c'est de vous donner des outils pour améliorer votre vie. Et aujourd'hui, on va parler de stress, on va parler d'anxiété. Êtes-vous stressé? Êtes-vous anxieux? Et on va aussi parler de nos tout-petits, parce que veut pas, quand on est stressé, je pense que vous allez être d'accord avec moi, ça rejaillit des fois sur nos enfants. Et pour nous en parler, je reçois, il est docteur en neurosciences, il est auteur, il est psychothérapeute. Alors, je vous le présente à l'instant, M. Joël Monzé. Merci, Joël, d'être ici. Avec plaisir. Vraiment, écoute, j'ai dévoré. Écoute, laisse-moi présenter tes livres. Donc, j'ai juste besoin de votre attention. Et j'ai juste besoin d'être compris. 2 livres que tu as publiés. Tu travailles évidemment beaucoup avec les enfants. Et moi, j'avais envie qu'on parle justement de ça. On est dans une société, Joël, où on ne peut pas le nier, on est stressé. Et est-ce que tu es d'accord avec moi, puis j'ai envie que tu nous en parles, est-ce que notre stress comme parents rejaillit sur nos enfants? Par définition, en fait, les enfants, ce sont des êtres extrêmement sensibles. Premièrement, comme la plupart des animaux, ils vont lire toutes les mimiques que l'on a sur le visage. Donc, le premier contact que l'on a avec l'enfant, avant même qu'on ait un mot qui est exprimé, l'enfant va lire notre émotion sur le visage. Et comme il est égocentrique dans beaucoup de situations, même encore nos ados, ils vont souvent prendre l'émotion qui est vécue par l'adulte contre eux. C'est un mécanisme qui fait en sorte que normalement, ça permet d'apprendre les règles sociales. Mais donc, ils vont sentir notre émotion, ils vont sentir notre stress, ils vont sentir le débit avec lequel on va leur parler éventuellement. Et si je me fâche contre eux, ils vont sentir toute la charge que nous avons sur eux au moment. Alors même si, par exemple, mettons, j'ai une crevaison avant d'arriver à la maison, j'arrive fâché parce que j'ai une crevaison, je dis un mot à mon enfant, mais si je n'ai pas fait le reset de mes émotions après ma crevaison, l'enfant va recevoir ma charge et il part dans l'idée que je suis fâché contre lui, même si j'ai simplement dit bonjour. Donc, évidemment, notre état émotionnel a un impact sur nos tout-petits, sur nos adolescents aussi. Puis, on vit dans une société où il y a énormément de sources de stress. Qu'est-ce qui, selon toi, outre notre état à nous, qu'est-ce qui fait qu'on est tellement stressé et que nos enfants aussi le sont? Qu'est-ce qui sont les éléments stresseurs? Avant l'entrevue, on parlait d'ailleurs à micro fermé des jeux vidéo. J'aimerais qu'on en parle, mais il y a aussi sûrement d'autres choses qui sont des éléments stresseurs pour les enfants. Mais tu vois, Stéphanie, moi je partirais d'un point de départ, c'est que le stress est utile. Sans stress, on n'est pas capable de s'adapter. Sans stress, on n'est pas capable d'étudier. Sans stress, on n'est pas capable de se concentrer. Je compare le stress avec la vie, avec la vitesse et le vélo. Je te mets au défi d'être en équilibre, assis sur ton vélo, les deux mains sur le guidon, les 2 pieds sur les pédales, sans toucher quoi que ce soit. Ça prendra quelques secondes et tu vas avoir le pied à terre. Tout à fait. Il faut un minimum de vitesse pour être capable d'être en équilibre. Si tu as trop de vitesse, par contre, tu risques de te casser la figure au premier obstacle. Donc, le stress, l'anxiété, c'est en fait des états émotionnels qui nous permettent justement de faire attention à un ensemble de choses qui pourraient représenter un minimum de danger, mais c'est ce qui nous permet aussi d'apprendre, c'est ce qui nous permet de nous concentrer, c'est ce qui nous permet de diriger notre pensée ou notre action ou notre attention sur un phénomène ou sur un autre. Donc, ça fait partie de la vie et il faut apprendre à le gérer. Quelqu'un qui me dit « je n'ai pas de stress », ça m'inquiète.
Ah oui? Mais oui, Oui. parce qu'il est probablement complètement coupé de lui-même. De son émotion. Et en général, en étant coupé de son émotion, on risque plus de faire des dégâts que de faire des bonnes choses. Donc, on a du stress, ça fait partie de la vie. Ouais. Si tu n'avais pas un minimum de stress avant de passer en ondes, probablement que tu ne serais pas aussi efficace. La même chose pour moi. Ouais. Je chercherais peut-être un peu plus mes mots. Ouais. Un acteur, quand il va faire, que ce soit pour un film ou pour Ouais. une comédie au théâtre, il y a un trac. Oui, Le trac, tout à c'est fait. du stress. Ouais. Donc, c'est normal. Le problème, c'est que aujourd'hui, les éléments, les stresseurs sont de plus en plus nombreux et ils sont diffus. OK. Et ils viennent toucher des choses qui sont bien différentes de ce à quoi nos arrière-grands-parents ont touché. OK. La pauvreté, c'était réel. Ouais. C'était, il faut que je trouve un travail, il faut que j'ai quelque chose à mettre dans mon assiette, il faut que j'aille chercher éventuellement un chevreuil ou un lapin pour le ramener à la maison. J'ai 15 enfants, il faut que je m'occupe de mes 15 enfants, lequel est-ce que je priorise en fonction de ça. Les stress étaient réels. Ouais. Donc, quelque part, la vie était stressante, mais elle était plus lente, plus régulière, Ouais. ce qui fait qu'on prenait les choses les unes après les autres. Donc oui, ça a été dur ce que nos grands-parents et nos arrière-grands-parents ont pu vivre, mais en même temps, c'était moins désorganisant que ça l'est aujourd'hui. OK. Aujourd'hui, c'est parce que les stresseurs sont diffus. On a la difficulté, à les trouver, on a de la difficulté à les organiser. Pourquoi? Parce que la vie va vite. Et de plus en plus vite, ce qui fait en sorte que quand il y a par exemple une famille qui est en difficulté, par exemple papa-maman se dispute, papa-maman se sépare, l'enfant qui passe d'une maison à l'autre, l'enfant qui est dans une école, super de belle école, extraordinaire l'école, mais 4-5 professeurs différents, Ouais. plus des surveillantes, plus de la direction. Parfois, je fais le compte avec les jeunes que j'accompagne, combien de boss est-ce que tu as sur le dos, toi? Et ils montent facilement à 15 à 20. Il n'y a aucun adulte qui accepterait de vivre avec 15 à 20 boss. 15 à 20 personnes qui Ouais. vont dire des choses, Ouais. qui vont compléter des choses. On part du principe que ce sont toutes des bonnes personnes en équilibre. Oui, tout à fait. D'accord? Ouais. Malheureusement, il y a aussi des parents qui sont en difficulté Tout à fait. personnelle. Ouais. Il y a des professeurs qui sont en difficulté personnelle. Ouais. J'aime beaucoup, je ne sais pas si tu as regardé ça avec ton enfant il y a quelques années, il y avait Toc Toc Toc, Oui. qui était un épisode Ouais. où on voyait des enfants qui étaient quasi des adultes, Ouais. mais tu avais 4 adultes en santé pour un monsieur crackpot. Oui. Donc, il en faut des adultes en santé Ouais. pour pouvoir entourer et compléter Ouais. la présence d'un adulte qui est en souffrance. Mhm. Ce crackpot, il n'est pas méchant, mais c'est un adulte qui est beaucoup dans la décharge, beaucoup dans le reproche, beaucoup dans le contrôle. Ouais. Et tous ces éléments-là, ce sont des stresseurs Pour l'enfant. pour l'enfant, exactement, pour l'adolescent Ouais. aussi. Une autre chose, ma grand-mère est devenue professeure à 14 ans. OK. Elle enseignait dans les années 30, à 14 ans, elle était titulaire de classe. Ah. Ma mère et ma tante sont devenues profs à 16 ans. Mhm. Faisaient école primaire, 3 ans dans l'école secondaire, 1 année d'école normale, et puis elles allaient enseigner vers 16-17 ans. Aujourd'hui, il faut 24 ans pour faire le même travail. Ça veut dire qu'en l'espace de 80 ans, on a augmenté de 10 années le nombre d'études, le nombre d'années d'études pour faire le même travail. Parce que notre société est de plus en plus complexe, de plus en plus difficile à décoder. Les informations, l'arrivée à organiser tout ça, ça prend de plus en plus de ressources. Il y a des jeunes qui pouvaient aller travailler à 14 ans dans les années 60. Ce qui est- Aujourd'hui, pour le même travail, un plombier, un menuisier, une coiffeuse, une manucure, elles doivent avoir 17-18 ans. Ouais. Il faut qu'elles fassent tout leur secondaire pour pouvoir être jugées aptes d'aller travailler. Ouais. Donc, on maintient parfois nos jeunes dans des conditions de vie qui ne sont pas idéales. Et dans l'adolescence, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est un moment où on remet en question les avantages, avec les avantages et les Tout à fait. inconvénients qu'on a reçus auparavant. Ouais. Donc, les enfants se prennent de front ce que les professeurs peuvent leur donner avec bonne idée ou avec moins bonne idée. La même chose pour les parents. Il y a des luttes de pouvoir, il y a des conflits. Donc, tout ça, ça fait en sorte que le degré de stress augmente de plus en plus, de Ouais. plus en plus et de plus en plus. Et ça peut amener malheureusement de la désorganisation. Alors, tu rajoutes papa, maman qui travaillent tous les deux, c'est extraordinaire. Je pense que que la femme puisse avoir le même nombre, les mêmes chances que l'homme, mais ça induit en conséquence que souvent papa et maman ne sont pas à la maison. Les écoles sont de plus en plus grosses par rapport à ce qu'on avait avant les années 60. Donc au lieu d'avoir des petites écoles de village ou des petites écoles de quartier, c'est 600, 700, 1000, 2000, 3000 élèves dans certaines polyvalentes. Ça aussi, ça fait du C'est stress. sûr, c'est sûr. D'accord? Et c'est certain qu'on ne risque pas notre vie comme si je vivais au Liban ou comme si je vivais en Israël ou en Syrie. Le danger n'est pas le même, mais quand on est face à la mort, quand on est face à un danger comme la chasse, d'accord, je suis face à un loup, je suis face à un animal sauvage, le danger est réel. Ici, il est diffus et c'est ça qui amène beaucoup de détresse De chez tout le stress. monde.
Et là, on n'a pas parlé du temps d'écran, mais tu en parles dans ton livre et je trouve ça fascinant parce que, faut le dire, c'est le défi de beaucoup de parents qui nous écoutent en ce moment d'avoir à limiter les enfants. On le voit, sont de plus en plus sur les iPads, sur les téléphones. Et tu les appelles les téléphones pseudo-intelligents. D'ailleurs, dans ton livre, je trouve ça fort intéressant. Ça aussi, ça vient rajouter au stress, les jeux vidéo, trop de temps d'écran. Oui, parce qu'en fait, pour être efficace dans un chat, pour être efficace dans un jeu vidéo, il faut avoir développé exactement l'inverse des comportements qu'on attend d'un enfant ou d'un adolescent dans une famille ou à l'école. Okay. Pourquoi? Parce que pour pouvoir arriver à tuer tous les zombies qui sont devant moi, il faut que j'utilise mes ressources de guerrier. Donc, je vais diminuer en fait l'arrivée du sang dans la partie préfrontale de mon cerveau, qui est la partie qui me donne accès à la coopération, à la générosité, à la gentillesse, à la résonance émotionnelle, pour maximiser la partie archaïque de mon cerveau, le tronc cérébral, pour être un parfait guerrier. Et donc, je vais amener tout mon sang dans cette zone-là, je vais améliorer mes compétences de guerrier, améliorer mes compétences de combattant. Donc, au lieu d'être dans l'émulation, c'est-à-dire que toi et moi, par exemple, on s'encourage à faire des choses et on essaye de s'améliorer parce que hey, je vois que tu es bonne là-dedans, puis j'ai le goût de faire comme toi, puis tu vois que je suis bon là-dedans, tu as le goût de faire comme moi, ce qui est de l'émulation, on rentre dans une compétition, on rentre dans des luttes de pouvoir. C'est très efficace dans un jeu vidéo. Pas du tout à l'école, pas du tout dans une famille quand il s'agit d'opérer des tâches et ainsi de suite. Et le chat, pour les petites filles qui vont jouer justement sur les réseaux sociaux, ça va amener le même genre de mécanisme, si tu veux, parce que pour pouvoir être vite sur l'écriture, il faut aller chercher les ressources qui sont dans l'archaïque. Donc plus de décharges, plus de mots qui sont agressifs, où on sent en fait une émotivité beaucoup plus importante. Regarde tous les trolls qui s'amusent sur Internet à dire des choses que s'ils prenaient le temps de respirer, ils diraient probablement rien. de respirer, de réfléchir. Oui, exactement. Wow. Bien, c'est sûr que je vais faire écouter cette entrevue à mon fils, qui essaie toujours de me dire, oui, mais maman, tous les autres amis ont le droit à avoir l'iPad et la tablette. Puis c'est un défi, hein? Puis c'est ce qu'on disait un petit peu avant l'entrevue. Je dis, bon, je suis parfois impopulaire auprès de lui parce que j'ose dire non. Puis toi, ce que tu me disais, c'est continue à être impopulaire. Oui, tout à fait. Je suis impopulaire parce que c'est ça, toi, tu as 3 enfants. Oui. Et ils n'ont pas accès aux jeux vidéo. Tu sais, on est face aux jeux vidéo aujourd'hui, là où on était dans les années 70 face à l'alcool et face aux cigarettes. Un choc culturel que j'ai vécu quand je suis arrivé au Québec il y a 24 ans, on vendait des cigarettes dans une pharmacie. Puis c'était pas le cas en Belgique parce que tu viens de la Belgique? Ah non? Non. Il y a 24 ans? Il y a 24 ans, les cigarettes se vendaient dans un dépanneur ou l'équivalent d'un dépanneur ou n'importe quel grand magasin, mais pas dans une pharmacie. Pas dans une pharmacie où on est supposé vous guérir. Exactement. Ce sont une officine, on a des produits qui sont santé, on a des produits pour nous soutenir au niveau de notre santé, pas de la cigarette, pas du Pepsi ou du Coca-Cola ou des choses pareilles. Donc, on a des choses. Donc ça, c'est un choc culturel pour moi. Mais aujourd'hui, nos enfants ne savent même pas qu'on vendait des cigarettes. Donc, il y a eu une évolution. Avant, c'était normal de fumer. C'était normal de fumer en voiture. On ne se souciait pas de la fumée secondaire. Puis, progressivement, en fait, on s'est rendu compte des effets nocifs du tabac. On s'est rendu compte des effets nocifs de l'alcool. Par exemple, moi, j'ai commencé à aller dans les bars à 14 ans. C'était normal à cette époque-là. Aujourd'hui, il faut 18 ans pour aller dans un bar. Alors, toi, tu dis qu'on est en ce moment... On va se rendre compte peut-être dans 30 ou 40 ans l'effet nocif que ça aura eu sur nos jeunes. Oui, et c'est de plus en plus documenté, sauf que c'est une grosse industrie et c'est tellement agréable pour un jeune de faire ça. Parce que malheureusement, les zones qui sont stimulées en dehors de la zone guerrière qui est à l'intérieur de son cerveau, c'est une zone de plaisir. Et en fait, de jouer avec un jeu vidéo, c'est aussi puissant que de prendre de la cocaïne. Donc, il y a une recherche de ce jeu-là continuellement parce que ça amène du plaisir, ça amène un sentiment de puissance, ça amène quelque chose, waouh, je suis un super-héros, c'est important, ça remonte l'estime de soi. On est quelqu'un parce qu'on a tué 10 000... Dans ce monde virtuel. Exactement. Incroyable. Et donc, au moment où le jeune va arrêter, premièrement, il va être en manque parce que comme la dopamine n'est libérée que quand il fait son jeu vidéo, mais c'est certain qu'à ce moment-là, il va être en manque de dopamine comme quelqu'un qui est en manque au niveau de la cocaïne ou des amphétamines. Donc, on a un problème de dépendance physiologique face au jeu en tant que tel. La même chose pour la petite fille qui fait du chatting, ça fait les mêmes effets. L'autre chose, je défie tous les profs, même le meilleur au monde, d'arriver à être aussi stimulant
qu'un jeu vidéo ou qu'un chat entre copines. C'est impossible. Et parfois, les professeurs ne se rendent même pas compte comment ils se tirent dans le pied quand ils donnent l'accès trop fréquent à des logiciels d'apprentissage. Oui, ça peut aider certains enfants. Oui, il y a des enfants qui ne décrochent pas parce que le logiciel va venir stimuler ce dont on a besoin pour pouvoir l'améliorer. Mais plus on l'utilise et plus les techniques traditionnelles de pédagogie vont être en déficit parce que l'enfant ne sera plus suffisamment captivé par ce que le professeur va raconter. Oh, wow. J'aurais pas pensé à ça, mais c'est fort intéressant. Joël, évidemment, tu parlais de dopamine. Et là, tu dis qu'ils peuvent être en manque de dopamine. Est-ce qu'il y a d'autres façons de retrouver de la dopamine, mais saine? Oui. Hein? Oui. On parle de... Mais en fait, comment est-ce qu'on va parler de la dopamine saine? Premièrement, si je lis un livre qui me passionne, je vais aussi libérer de la dopamine, mais en moins grande quantité que si je jouais à un jeu vidéo. Donc, si je joue à un jeu vidéo, probablement qu'il va falloir que je passe par une période où je m'ennuie. Hey, mes enfants, ils n'aiment pas ça quand je leur dis « Allez jouer dehors ». Oui, t'en parles de l'ennui là-dedans, hein? Allez jouer dehors. Oui, mais parce que je m'ennuie. Non, mais c'est correct, tu peux aller t'ennuyer. Non, mais t'as pas compris, je m'ennuie. Oui, puis tu racontes que des fois, pendant 15 minutes, ils font vraiment là, hey, là, je m'ennuie, puis à un moment donné, ils oublient là, que... Mais à un moment donné, l'ennui les conduit à utiliser leur imaginaire, les amène à utiliser leur part de génie et ils se mettent à jouer à un jeu ou prendre un livre ou courir dans les bois, aller faire du soccer, aller faire du vélo et ils vont faire quelque chose. Donc, il faut qu'il y ait une phase d'ennui et puis à un moment donné, l'imaginaire, l'idée, l'envie, l'intuition vont faire en sorte qu'ils vont choisir une activité. On peut aider aussi les enfants, par exemple, en leur proposant d'avoir une dizaine de jeux qui sont inscrits sur une feuille. Tu t'ennuies? Ben regarde, tu vois, on avait déjà regardé avec toi quelles étaient les choses que tu aimais faire quand tu t'ennuyais. Donc, on peut les guider. Petit à petit. Le jeune, surtout quand il va avoir 11, 12, 13, 14 ans, il va découvrir des passions. Et s'il découvre des passions, il va savoir qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie. Il y a combien de jeunes aujourd'hui qui ont 17, 18 ans qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans leur vie? Moi, à 13 ans, je savais ce que je voulais faire. Et ça a toujours été une ligne directrice que je me suis donnée pour conduire la carrière que j'avais envie de réaliser malgré les obstacles que j'ai pu rencontrer. Tous les jeunes que je connais qui ont eu vers 13, 14 ans ce genre d'intuition-là savaient où est-ce qu'ils voulaient aller. Et à ce moment-là, ils ont un métier qui leur fait probablement plus plaisir que d'avoir un métier alimentaire. Ben, il y en a d'autres qui, malheureusement, ont loupé ces étapes-là, puis ils vont avoir un métier alimentaire jusqu'à, je ne sais pas, 30, 40 ans. Il y a Joseph Campbell, je ne sais pas si tu le connais, c'est un socio-ethnologue qui avait, entre autres, aidé George Lucas à créer les Star Wars, qui dit, c'est quand même fou, on passe 40 ans de notre vie à monter les escaliers marche après marche, pour se rendre compte, au bout de 40 ans, qu'on s'est trompé de building. Oui, j'ai déjà entendu. Et donc, quelque part, si on aide nos jeunes à s'ennuyer, donc on les aide à s'ennuyer, si on aide nos jeunes à s'ennuyer, ben on va amener l'envie, ils vont découvrir qu'est-ce qui a de l'importance pour eux. Puis petit à petit, ben, le livre va devenir important. Petit à petit, la discussion avec un copain va être important. Petit à petit, une balade avec papa dans le bois va être intéressante. Petit à petit, faire la cuisine avec maman va être intéressante. Parce qu'ils vont être dans la relation, parce qu'ils vont être dans l'échange, ils vont être dans la vie. C'est vraiment fascinant. Joël, ce que je te propose, dans notre prochaine entrevue, j'aimerais, parce que là, on est arrivé à un constat, oui, on est stressé, beaucoup de gens le sont, ça rejaillit sur nos enfants, nos tout-petits, nos ados aussi ressentent du stress à cause de cette nouvelle société. Hein? Et j'aimerais dans notre prochaine entrevue qu'on explore maintenant, on fait quoi? C'est quoi les pistes de solutions? Alors oui, on les force à s'ennuyer, mais je sais pertinemment aussi qu'il y a d'autres stratégies, d'autres pistes qu'on peut explorer pour aider nos jeunes, justement, à y voir un petit peu plus clair, puis aussi apprendre à gérer leurs émotions. Moi, je dis toujours, malheureusement, on n'enseigne pas ça à l'école, au primaire. C'est tellement important. Oui, tout à fait. C'est tellement important. Alors, Joël, évidemment, si les gens veulent se procurer tes livres, on peut les trouver en librairie. Alors, j'ai juste besoin d'être compris. Et ça, dans ce livre-là, tu parles plus des comportements dérangeants chez les enfants. Mais en fait, c'est parce que le comportement dérange, parce que le comportement, la manière dont je gesticule, la manière dont j'agis, la manière éventuellement dont je m'oppose, ou passivement ou activement, mes réactivités, la bougeotte ou des choses pareilles, ce sont des comportements qui peuvent agacer l'adulte. Et moi, je pense que quand l'adulte reconnaît, écoute, oui, ce comportement-là me dérange, il prend déjà soin de lui pour choisir son mode d'intervention. De nier l'émotion que je ressens quand l'enfant me dérange, ben, je risque d'être surréactif dans ma manière de vouloir amener un changement. Donc,
Comprendre que la plupart des comportements ont une raison biologique, c'est un langage à part entière, comme le mandarin, le chinois, le japonais, le français ou l'anglais. C'est un langage, et plus important chez les garçons que chez les filles. Les filles ont un accès au langage verbal beaucoup plus rapidement que les garçons, à un langage symbolique beaucoup plus rapidement que les garçons, donc elles sont moins sensibles au comportement au langage corporel, en fait, que les garçons. Les garçons, eux, c'est des chasseurs-cueilleurs génétiquement parlant. Chasseurs-cueilleurs, j'aime ça! Et ton autre livre, J'ai juste besoin de votre attention. Donc là-dedans, évidemment, comment aider notre enfant ou notre ado qui est aux prises avec de l'anxiété et du stress. Alors Joël, dans la prochaine entrevue, on va aller avec des pistes, des stratégies, quoi faire justement pour aider nos jeunes, pour s'aider aussi par ricochet, hein, veut pas. Alors, pour les membres premium, allez tout de suite voir cette entrevue. Si vous n'êtes pas encore membre premium, prenez l'information, vous le savez, on vous donne du contenu exclusif, plein d'avantages. Et si vous aimez ce qu'on fait, si vous connaissez des gens, là, après nous avoir écoutés, et vous dites « Ouf, ouais, moi, ma belle-sœur aurait besoin de ces conseils-là » ou ma collègue au bureau, invitez-les à joindre Mastef Télé. Merci d'être là, merci de votre confiance. Joël, merci du fond du cœur. Avec plaisir. Salut! Au revoir.